l'entretien des patriotes, bonjour à tous. Miss Hollande, Union Européenne, Édouard Philippe, Macron, quel est le poids de l'influence étrangère en France? Avant de traiter ce dossier et l'actualité du jour, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ces entretiens à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Emmanuel Péramore, Luc Tobiana, la chère Yvette Poré et Nine qui nous vient du Japon. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre loyauté, votre soutien sans faille, les petits pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et bien évidemment les gentils messages. Alors vous vous êtes aperçu que j'étais pas très présent hier. Il y a une raison que je n'ose pas confesser, c'est mon anniversaire. Alors ma famille m'organise quelques festivités. Je ne vous dirai pas mon âge, non, ça c'est secret défense. Sinon, vous avez été très nombreux à réagir à l'élection de Miss Hollande et vous vous interrogez comment il est possible de choisir la candidate de gauche au lieu de celle de droite. Certains pourraient me rétorquer que tous les goûts sont dans la nature. Certes, mais nous savons très bien que si la personne de gauche a été élue, c'est qu'il y a eu des réseaux qui se sont mobilisés et qui ont permis cette élection. Nous connaissons ces réseaux, c'est la LGBT, c'est l'Open Society. Ils sont subventionnés par l'Union européenne et nous viennent d'outre-Atlantique. Ah, c'est une très bonne introduction à ma vidéo. Et puis il y a quelque chose d'ironique dans cette élection de Miss Hollande. Vous vous souvenez des années 60-70 ? Les féministes radicales nous ont expliqué que l'éternel féminin n'existait pas, que ce n'était qu'une construction de la société patriarcale, et qu'on ne pouvait résumer une femme à une jupe. Cet éternel féminin, cette jupe, ont été délaissées au bord de la route. Les trans ont récupéré cela, et maintenant, quand un homme met une jupe, il peut dire qu'il est une femme. Ironie de l'histoire. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que les femmes, dans une certaine mesure, sont en train d'être effacées. Il faudrait que certaines féministes revoient leur logiciel. Sinon, il y a un second dossier qui vous a fait réagir. Vous êtes furieux et vous êtes très nombreux à me l'avoir écrit contre nos députés. Vous m'avez même trouvé un petit peu modéré. J'essaie d'unir tous les patriotes, donc j'essaie de calmer les sensibilités. Et lorsque nous avons discuté, parce que nous avons discuté avec certains, ils nous ont dit « Vous êtes des paranos, vous voyez le mal partout ». C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a jamais détourné un texte ou de son cadre législatif. Emmanuel Macron n'a jamais détourné les institutions, peut-être. Lorsque je dis menace prévisible qui pourrait être appliquée au climat, c'est vraiment une chose aberrante. Eh bien, on va regarder, on va peut-être rafraîchir quelques souvenirs à certains. Nous sommes en guerre et nous étions en guerre contre quoi ? Contre un virus. C'est quand même pratique de déclarer une guerre contre un virus. Et pour quelle raison ? Eh bien, vous êtes sous le sceau du secret défense. Vous n'avez plus à répondre de vos actions. Surtout lorsqu'elles permettent aux loups d'entrer dans la bergerie française. Je m'explique. Qui a géré une grande partie de cette pandémie ? C'est un cabinet McKinsey. McKinsey rapporte directement à la CIA. C'est ce qu'a montré d'ailleurs de très nombreux sénateurs qui ont travaillé sur le sujet. Comment se fait-il qu'un cabinet américain remplace des fonctionnaires français ? Je crois que vous avez la réponse. Et puis, cela permet aussi d'acheter des produits pharmaceutiques, des vaccins à une industrie étrangère. Par les milliards de commandes, vous créez un monstre Pfizer. Et ce monstre Pfizer est très lié à l'OMS. Autrement dit, nous avons perdu la souveraineté au niveau du médicament et nos industries ne peuvent absolument pas rivaliser avec ces géants d'outre-Atlantique. Et puis, on a appris de drôles de choses au niveau de la pandémie. Alors, c'est le journal Le Télégraphe qui explique en anglais. Eh bien, il explique quoi ? Eh bien, cela signifie en français, la Grande-Bretagne a fait des exercices pour accepter le confinement dans les futures pandémies, déclare le chef de l'unité Nudge. Exclusif, le professeur David Alpern prédit que la population se conformerait à un autre confinement parce qu'elle sait ce que c'est que l'exercice. Tiens, il me semblait que c'était une théorie du complot, ça. On a l'impression qu'une théorie du complot, c'est quelque chose qui se réalise, ou tout au moins, qui prend sa réalité quelques mois après. Peut-être certains d'entre vous
pourrait m'interroger sur ce que c'est que le nudge. Oui, c'est un terme anglais, bien évidemment. Le nudge, eh bien, je vais vous parler d'un urinoir, je vais vous parler d'une mouche, et vous allez tout comprendre. Oui, urinoir-mouche, vous avez l'image, vous avez une mouche qui est dessinée sur un urinoir, hein, elle est grossie à droite. Alors, quel est l'intérêt de mettre une peinture de mouche dans un urinoir et pourquoi est-ce génial selon certains? Eh bien, l'homme qui fait son petit pipi, il va viser la mouche. Oui, il a envie de viser, l'homme vise, hein, vous le savez bien, il vise la mouche et dans ces conditions, eh bien, il fait faire des économies à ceux qui possèdent des sanitaires. Parce que lorsqu'il vise la mouche, il n'éclabousse pas autour et donc 30% de moins de frais de nettoyage. On vous manipule gentiment, inconsciemment avec cette mouche. Certains trouvent cela génial, mais il pourrait y avoir des applications un peu moins naïves, dirons-nous. C'est ce qu'on appelle le nudge dark. Eh oui, il y a des complotistes qui ont imaginé, hein, vous imaginez les horribles complotistes, qu'on a organisé les confinements, qu'on a tordu le bras des Français et des populations mondiales pour qu'ensuite ils acceptent la vaccination d'un produit en phase d'expérimentation. Mais ce sont des complotistes, vous vous en doutez bien. Voilà ce que c'est que le nudge dark. Et ce nudge dark, évidemment, organisé par McKinsey. Alors, ces notions de nudge dark, ces notions américaines, qui les met en place, qui les véhicule? Ben, vous le savez, c'est la presse. Et cette presse, est-ce qu'elle serait aux mains, par exemple, d'agents étrangers? C'est ce que suggère Yves Pozzo di Borgo. Et il reprend les propos d'un interview de Robert Kennedy. Pour ceux qui l'auraient oublié, Robert Kennedy, c'est le candidat à la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle de 2024. Sachez que Robert Kennedy, qui a été très en pointe contre les politiques covidistes, est en tête dans les sondages, derrière évidemment Joe Biden, pour la primaire démocrate. Il vient d'affirmer donc que les Américains et la CIA finançaient des centaines de journalistes et de médias dans le monde. Nous le savions, j'ai fait de très nombreux entretiens, vous connaissez la notion de presse aux ordres, de presse mainstream, cela vient de là, la presse mainstream. C'est pour véhiculer le narratif atlantiste. Et surtout en France, alors, pourquoi pas une commission d'enquête parlementaire sur l'ingérence des USA dans les médias en France? Très bonne question posée par Pozzo di Borgo. Mais il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi les universitaires, il y a aussi des hommes politiques, des agents d'influence qui essaient d'inoculer dans la population française de ces virus fabriqués dans les universités américaines pour diviser les Français. Nous en avons un très beau spécimen en Geoffroy de la Gannerie. Il assume, ce monsieur, faire partie du camp du bien et de la vérité, opposé au principe du débat et favorable à la censure pour que les idées justes de gauche progressiste américaine prennent le pouvoir sur les idées injustes de droite sans inutile discussion. Simple. Ce qui est dramatique, c'est que nous avons affaire à un universitaire. Il a des étudiants et il est en train de véhiculer auprès de ses étudiants les théories fascistes. Nous détenons la vérité, nous sommes le bien et tous les autres sont nos ennemis. Mais comment se fait-il que l'université conserve ce type de zozo? Et les concepts qu'il véhicule à ses étudiants ont été forgés dans les laboratoires des universités américaines. Et hop, ces virus sont transmis sur des étudiants, des têtes vides, qui estiment désormais qu'ils détiennent la vérité, comme pouvaient détenir la vérité les gardes rouges de Mao. Des gens très dangereux et qui sont là pour mettre en place la révolution woke. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est la même chose. Si vous êtes contre le wokisme, vous êtes dans le camp du mal, on doit vous effacer. Et vous avez dans le gouvernement d'Emmanuel Macron un même zozo. Ah bah oui, j'en ai parlé hier, vous le voyez, c'est le ministre de la Désinstruction nationale, le spécialiste de l'éducation sexuelle chez les petits-enfants, Pap Ndiaye. Vous avez bien compris que pour un pays étranger, il faut véhiculer ses concepts pour noyauter des groupes et représenter son soft power. Par exemple, Pap Ndiaye en est un exemple typique. Il est en train de transposer le racisme systémique. Il a expliqué que la France était un pays raciste à l'étranger, dans une université américaine. Et c'est Emmanuel Macron qui l'a choisi. Lui qui est en train de faire en sorte que tout le programme du soft power américain
soit transmis à nos enfants, c'est-à-dire l'éducation woke, la menace sur la planète et évidemment ce racisme systémique. En cela, il est aidé par la presse, nous venons de le voir, mais aussi par des personnalités médiatiques qui ont été formées, toutes plus ou moins, aux États-Unis. Alors vous connaissez ce trio infernal, Alice Cuffin, qui explique dans ses livres qu'elle rêve d'assassiner des hommes. Elle avait été particulièrement reprise de volée par Sonia Mabrouk. Sandrine Rousseau. Bon, j'ai même pas envie d'en parler parce qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est une énormité. D'ailleurs, il existait sur Twitter une Sardine Ruisseau qui nous manque beaucoup, qui se moquait bien d'elle. Quand Sandrine Rousseau parle, on se demande toujours si c'est pas un article du Gorafi. Et enfin, Rokhaya Diallo qui se plaint toujours de racisme alors qu'elle est financée dans une certaine mesure par l'État français et qu'elle est invitée systématiquement, c'est pas du racisme systémique, c'est systématiquement sur les plateaux de télévision pour vomir sa haine du pays qui l'a accueilli. Écœurant. Heureusement, il existe de très nombreux Français issus de la diversité qui ne sont pas d'accord et qui, pour certains, nous appellent à un sursaut. Je pense par exemple à l'excellent Driss Ghali. Ouvrez les yeux. Si au Maroc, je renverse une poubelle, je prends 6 mois de prison et pas de liberté provisoire. Ici, il n'y a pas de justice. On s'excuse tout le temps. Merci et bravo à Driss Ghali pour ce discours plein de vérité. Le problème de la France, c'est bien le laxisme et je vous mets son interview dans la description. Et on pense évidemment à notre ami Jean Messia. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant. Vous pouvez casser, dire les pires insultes contre l'État. Si vous appartenez à certaines communautés, vous ne risquez strictement rien. Si vous êtes français et que vous vous mettez à critiquer le pouvoir, alors là, ce sont les gendarmes chez vous. Il y a bien un 2 poids 2 mesures. Si vous êtes dans ce soft power américain, rien ne vous arrive. Si vous êtes un Français patriote, eh bien voilà ce qu'il vous arrive. Gilbert Collard. On ne peut plus parler librement. Après avoir dit au ministre du Travail qu'il défendait une politique répressive et anti-service public, Jean, 83 ans, menotté et embarqué à la gendarmerie. Ils mettent des menottes aux mots. Bientôt les camps de rééducation macroniens. Pendant ce temps-là, certains peuvent brûler les drapeaux français, insulter la culture française en toute impunité et même soutenus par la France insoumise. Et c'est ce qui fait dire à Guillaume Bigot qu'il y a bien une influence étrangère, puisque Adama Traoré, c'est comme Rokhaya Diallo, ce sont des personnalités qui ont été forgées outre-Atlantique. On écoute Guillaume. Là, ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est ? C'est cette jeune femme-là, Assa Traoré, devenue une égérie, etc., l'égérie américaine, la Angela Davis française, celle qui porte la cause de l'équivalent français des George Floyd, dont son frère, dont maintenant Naël, ça fait vraiment penser à Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression qu'elle, c'est Christian, c'est-à-dire qu'elle est habillée d'une certaine façon, elle a une certaine coupe de cheveux, on la met en avant et c'est l'égérie, c'est la passionnariat. Et puis derrière, il y a des gens qui font les textes et qui lui disent quoi dire et qui la poussent. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il y a des marionnettistes. Cette jeune fille a l'air débordée par les événements, dépassée par les événements, et elle est complètement instrumentalisée. Alors par qui ? Sans doute par beaucoup de monde. Moi, ce qui est fascinant, vous avez raison, c'est comment, avec une effronterie incroyable, la France insoumise... Instrumentalisée par des partis politiques, selon vous ? Alors, la France insoumise, c'est certain. Je pense que EELV et notamment Mme Rousseau passent entre les gouttes, mais c'est quand même assez étrange qu'ils bénéficient d'une sorte... Parce nous sommes assez nombreux à dénoncer le fait que LFI, ça fait déjà un certain temps qu'ils ont dérivé loin de la République, loin des valeurs qui nous réunissent de la République. En revanche, personne ne parle de EELV. On voit bien qu'il y a M. Boyard qui était sur place, mais on ne parle pas de Mme Rousseau. Or, je pense ces gens-là ont 2 parrains, si vous voulez. Ils ont à la fois EELV et à la fois LFI. Et à la fois EELV et à la fois LFI prennent le risque d'assumer, de soutenir, d'encourager quasiment le pillage, de désigner quels sont les... Alors Sandrine Rousseau était présente aussi. C'est ce que j'ai dit, je pense. Ah d'accord, ok. Oui, c'est tout à fait Sandrine Rousseau, absolument. C'est pour ça que je me permettais de parler de EELV. Maintenant, ces gens-là, qu'il s'agisse de EELV ou de LFI, je pense que c'est vraiment ce que le général de Gaulle appelait le parti de l'étranger, qui a 1001 visages dans notre histoire. De la guerre de 100 ans, c'était les Bourguignons qui prenaient fait et cause pour des puissances étrangères. La Ligue pendant les guerres de religion, par exemple. Ça a pu être ensuite les Huguenots. Et ensuite, 1001 visages.
Cette ingérence étrangère, je viens de la définir. Guillaume doit parler évidemment prudemment. Il est sur un média qui a pignon sur rue et qui est surveillé par l'Arcom. Bien, puisqu'on parle de surveillance, vous savez peut-être ce qui risque de nous arriver. Nous allons être contrôlés, peut-être par ce portefeuille d'identité numérique qui est un potentiel outil de surveillance généralisée des Français discrètement en catimini, sans prévenir personne, sans en parler à la presse. En effet, les ministres français et allemands du numérique, Jean-Noël Barrot et Marcus Richter, ont présidé le lancement à Paris des travaux sur ce fameux portefeuille d'identité numérique. Personne n'est véritablement au courant, les députés sont en vacances, j'espère que cela fera suffisamment de bruit pour qu'on dise non, parce que là, vous serez entièrement contrôlé. Si vous vous souvenez de mes précédents numéros, il y a quelque chose de très inquiétant là-dessus. Et puis, comment, avec ce portefeuille d'identité numérique, on pourrait, par exemple, censurer les individus, censurer les citoyens européens? C'est ce que veut faire le commissaire européen Thierry Breton. Le commissaire européen Thierry Breton annonce qu'à partir du 25 août, les réseaux sociaux vont être dans l'obligation d'effacer immédiatement les contenus haineux ou qui appellent à la révolte sous peine d'être coupés sur le territoire. À part interdire ou obliger, nous dit Patrice Cali de l'UPR, l'Union européenne au juste, ça sert à quoi? Thierry Breton, élu par personne, nous donne une leçon de démocrature. Le totalitarisme supranational s'installe petit à petit. Le mot d'ordre rassembleur pour sortir de cette prison des peuples est Frexit. On peut peut-être présenter les arguments des gens qui sont pour ce genre de choses en me disant mais c'est pas bien les contenus haineux. Oh, c'est véritablement pas bien. Certes, mais nous avons un arsenal législatif. Ce sont les juges qui décident de ce qui est du domaine de la diffamation et de l'insulte. Là, ça va être une organisation supranationale qui va décider de ce qui est bien ou qui est mauvais. Vous ne voyez pas quel est le danger de cela? Et puis, je voudrais parler d'une anecdote qui est arrivée à un de nos amis, Michel Jean-Dominique. Il a critiqué très fortement Macron en utilisant des termes un peu péjoratifs. Eh bien, il a été censuré par certains réseaux sociaux. C'est un appel à la haine, bien évidemment. Qui va dire ce qui est un appel à la haine ou qui n'en est pas un? C'est toujours le problème des gens qui nous dirigent et qui essaient de détruire toute forme de contre-pouvoir. Et puis, il faut quand même rappeler qui est ce Thierry Breton. Hein. C'est lui qui a permis à Emmanuel Macron, à un moment donné, de toucher de gros bonus lorsqu'il était chez Rothschild. Et Rothschild, tout de suite après, l'a engagé pendant une année à la banque. Et c'est quelqu'un qui, évidemment, fait les beaux jours du World Economic Forum. Il faudrait que tous ces commissaires européens retournent à l'école et qu'on leur rappelle les règles les plus élémentaires de la démocratie, et notamment l'article 11 de la Constitution. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc la diffamation et l'insulte, c'est bien la justice et non pas la Commission européenne qui décide. Lorsqu'on parle de souveraineté, vous voyez quelle est l'importance de la souveraineté? Et c'est un Thierry Breton qui va nous imposer une dictature à la suite de la Gannerie et compagnie. Ils travaillent tous, j'ai envie de dire, pour la même cantine, le World Economic Forum, l'influence atlantiste. Alors, pour beaucoup, en tout cas vous me l'avez écrit, qu'est-ce que c'est exactement que ce World Economic Forum qu'on appelle aussi Davos, du nom de la ville où ils se réunissent, présidé par Klaus Schwab? Eh bien, si on devait le définir le plus simplement du monde, c'est un syndicat de multinationales américaines. C'est bien le bras armé du soft power américain. Et comme l'Union européenne est très sensible au lobbying, et c'est un doux euphémisme, ils deviennent les véritables dirigeants de cette Union européenne. Certains aussi me posent la question, mais quelles sont les conséquences directes sur nos vies? Hier, je vous ai parlé de la possible perte de votre pavillon. Mais dans votre vie quotidienne, ce sont par exemple les vacances. C'est ce que nous rappelle Philippe Murer. En 2022, 23% des Français ne partaient pas en vacances. Ce sera 37% cette année. Oui, les Français se sont appauvris parce qu'ils ont dû subir les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron de la guerre en Ukraine. Ils ont perdu du pouvoir d'achat.
Et ceux qui peuvent encore aller en vacances, ils s'aperçoivent que les campings ont explosé. Et pour quelle raison? Eh bien parce que les fonds d'investissement prennent d'assaut les campings, parce qu'il y a une forte rentabilité. Privation de maisons, privation évidemment de places dans les campings. Macron ne sert que les intérêts du World Economic Forum, CQFD. Et les Français payent aussi directement la note en ce qui concerne l'escrologie. Heureusement que certains auditeurs sont en train de taper du poing sur la table, comme ce Philippe. Une centrale à charbon vaut pratiquement tout le parc français de voitures. Je pense qu'il faut mieux attaquer l'industrie allemande que les pauvres Français qui font ce qu'ils peuvent. Quoi ? Quand les auditeurs font le boulot des journalistes au sujet des particules fines et des voitures et du charbon. On a souvent expliqué dans ces entretiens que l'essentiel de la pollution est dû aux décisions qui ont été prises au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, notamment ce libre-échange mondial. Vous imaginez que l'Union européenne est en train d'ouvrir des nouveaux marchés, notamment en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud, et ils vous font payer la note de leur folie. Vous savez, si vous avez suivi ces entretiens, que c'est les transports, les centrales à charbon, et surtout le trafic maritime, qui sont les principaux responsables des émissions de particules. Et qui on embête? Eh bien, tout simplement ceux qui n'ont pas les moyens. Je voudrais revenir sur cette chose qui est une escrologie totale. Zone à faible émission. La liste des agglomérations concernées est de plus en plus réduite. Ce n'est pas les voitures qui polluent le plus, mais bien les industries. Donc, on fait payer la note à ceux qui ont le moins d'argent. Je pense notamment à ma pauvre cousine qui a 80 ans, qui a une 206 diesel, et on va lui dire l'année prochaine, puisqu'elle habite Montpellier, zone à faible émission, eh bien que sa voiture, eh bien, elle doit s'en passer. Mais comment peut-on faire payer des gens qui font moins de 10 000 km alors que n'importe quel poids lourd qui traverse la France consomme davantage que sa consommation sur 20 ans? Voilà, ce sont toujours les gens du peuple qui paient pour ces gens extrêmement riches qui ont les moyens, évidemment, d'avoir de l'influence au niveau des lobbies et des lois et des hommes politiques. Alors, on voit aussi d'autres nouvelles tout à fait stupéfiantes, notamment au niveau de ces accords transatlantiques controversés de transfert des données validés par Bruxelles. Voilà, la CIA aura à peu près toutes nos données. Alors, quand on additionne tout ce que je viens de vous dire, le portefeuille d'identité numérique, le contrôle des réseaux sociaux, et maintenant nos données qui sont contrôlées par les Américains, est-ce que nous sommes encore un pays indépendant, souverain ? Quand on écoute Emmanuel Macron, il n'a que le mot souveraineté, mais la réalité, elle est bien différente, et c'est ce que nous rappelle Florian Philippot. En catimini, Ursula von der Leyen a validé un accord de transfert de nos données personnelles vers les États-Unis. Le gouvernement français, même pas au courant. Alors ça, c'est faux, ils sont au courant, bien évidemment, mais ils font semblant de ne pas être au courant. Les multinationales américaines sont ravies, les défenseurs des libertés et de nos vies privées, beaucoup moins. J'avais parlé de cette nouvelle il y a quelques mois, on pensait qu'il y aurait suffisamment d'opposition. Eh bien, non, cela passe. Voilà le petit monde de l'Union européenne, des lobbies et du soft power américain. Sachez qu'Ursula von der Leyen va être certainement remerciée par Joe Biden, puisque on parle de plus en plus qu'elle serait à la tête de l'OTAN. Il y a 3 mois, tout le monde disait non, c'est pas possible, elle est corrompue, elle est incompétente, et Joe Biden veut la remercier. Ben, on comprend pourquoi. Quel service elle a rendu à l'oncle Sam. Et puis, à l'intérieur de notre caste politique, il y a de drôles de personnages. On peut penser, par exemple, à cette tête de liste, j'ai pas envie de dire de quoi, cette tête de liste PS aux élections européennes, Raphaël Glucksmann, on sait, je vous l'ai dit dans de précédents numéros, il travaille également pour des lobbies atlantistes. Vous avez parfois des députés qui ne se cachent même pas, Benjamin Haddad, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est dans notre intérêt, mon interview dans le Figaro aujourd'hui. Voilà, eh bien, qui est ce Benjamin Haddad? Il a pignon sur rue, il appartient à l'Atlantic Council. Donc, vous avez des députés français qui défendent les intérêts américains. Vous voyez que les choses sont vraiment très imbriquées dans le gouvernement Macron. Alors, certains pourraient me dire, oui, mais Emmanuel Macron, il en a plus pour longtemps. Oui, mais voilà ce qu'on arrive à trouver dans nos médias. Les Français se préparent au duel Philippe-Le Pen en
2027. Cet article est un modèle de désinformation. Ce ne sont pas les Français qui se préparent, mais bien la presse qui prépare les Français à la candidature d'Édouard Philippe. Ils sont en train d'utiliser les mêmes techniques de nudge, d'arc, pour imposer Édouard Philippe, l'homme qui a tout raté, l'homme qui est un young leader. Oh, c'est pas très réjouissant, mais nous nous battrons pour qu'il ne soit pas, évidemment, au deuxième tour, battrons politiquement. Nous sommes en démocratie, vous le savez bien. Alors, nous allons passer maintenant à une autre officine qui est à la solde des États-Unis, c'est l'OTAN. Nous avons l'OTAN qui est réunie à Vilnius et nous avons appris ce que je vous ai annoncé hier, eh bien, que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN tant qu'elle serait en guerre. Alors ça donne ce dessin. J'ai le plaisir de vous confirmer que si vous survivez à cette guerre, vous deviendrez membre. Et Régis Le Sommier ajoute, un petit peu pour se moquer de LCU, tous les jours sur LCU, on nous explique que les Russes sont en échec et la réalité est tout autre. Elle est toujours là avec son artillerie et inflige de lourdes défaites au camp ukrainien. Douloureuse réalité, bien entendu. Alors, une grande partie des élites de l'OTAN ont compris que la guerre était perdue. Il faut juste donner un petit peu d'oxygène à Zelensky. Les Américains refusent, donc ils vont demander à quelqu'un de le faire à leur place. Qui cela peut bien être? Quel est le larbin qui va livrer un combat d'arrière-garde? Je vois vraiment pas. Alors, par contre, j'ai trouvé cet article dans le Figaro. Guerre en Ukraine, la France va livrer des missiles longue portée Scalp à Kiev. Cela ne changera rien. Cela permettra peut-être à Kiev de gagner quelques semaines. Certains stratèges américains expliquent que l'Ukraine ne pourra pas livrer une guerre de haute intensité cet hiver. Donc, il y a de la paix. Et Emmanuel Macron livre un combat d'arrière-garde. On voit très bien l'influence. Maintenant, je voudrais revenir sur une nouvelle qui pourrait changer la donne. Vous savez qu'hier, je vous annonçais que les Russes contrôlaient le blé, mais ils contrôlent aussi autre chose, le marché du gaz. Et c'est ce que nous dit l'excellent colonel Hervé Carès. Gaz, trop de demandes pour une insuffisance d'offres, c'est ce qui menace l'Europe cet hiver. Voilà, nous n'aurons pas suffisamment de gaz. Gaz, blé, plus défaites militaires. Je suis à peu près certain que les stratèges américains sont en train de réfléchir à une sortie de crise et ils envoient Emmanuel Macron, qui est complètement cramé, eh bien, agir à leur place. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Il y a beaucoup de risques qui sont pris, donc n'hésitez pas à aider la réinformation. Merci à tous. Au revoir.